C'est une invention sortie tout droit des ouvrages de science-fiction. Un bijou de technologie capable de fabriquer n'importe quel objet à la demande. Un petit élément peut parfois bouleverser la vie des gens. On cherche à avoir le même pouvoir que Dieu. On montre un objet et il apparaît. Un pouvoir que des inventeurs passionnés cherchent à maîtriser ou à perfectionner. Qu'une résine élastique soit imprimée en 3D, c'est du jamais vu. Il fallait trouver le moyen d'inverser le système afin de pouvoir réaliser des pièces de très grande taille dans l'espace. Voici le Fab Lab de Berlin, où se rend Nicolas Huchet. Dans ce laboratoire-atelier collaboratif, inventeurs et bricoleurs peuvent créer et fabriquer leurs propres objets à l'aide de modèles open source, c'est-à-dire disponibles gratuitement sur Internet. Le jeune Français de 33 ans a un projet personnel et se donne 3 mois pour le réaliser. Des gestes simples me prennent parfois beaucoup de temps. J'ai eu un accident du travail à l'âge de 18 ans. J'étais mécanicien, ouvrier. J'ai eu un accident un matin, voilà, erreur de manipulation. Et j'ai perdu ma main en fait. Donc j'étais quand même très en colère contre la vie d'une manière générale. Voilà, d'une manière générale, je détestais la vie quoi. Enfin, pourquoi c'est dégueulasse. Ça c'est difficile, à 18 ans, ouais. 18 ans, c'est pas un âge où ça devrait arriver. Enfin, ça devrait arriver à personne, des accidents comme ça. La toute première prothèse de Nicolas était loin de lui donner satisfaction. Il y a 4 ans, j'ai découvert qu'il y avait des nouvelles prothèses qui existaient, en fait, qui bougeaient tous les doigts, qui étaient plus perfectionnées. Et sauf que celles-ci, elles n'étaient pas remboursées par la Sécurité sociale française. Jusqu'au jour où il découvre la culture maker, tournée vers la création et les nouvelles technologies. C'est par hasard, j'étais à une journée porte ouverte à Rennes et j'ai vu une espèce de machine un peu fait maison, une petite machine qui fabriquait des pièces. Voilà. On m'a dit que c'est une imprimante 3D. Voilà. Et j'ai dit, mais une imprimante 3D, dans ma tête, j'ai bien compris ce que ça voulait dire, imprimante 3D, mais pour moi, c'est quoi? C'est le futur, quoi. Ça y est. Et donc ma première question, comme j'avais pas l'argent pour avoir ces prothèses, la première question que je leur ai posée, c'est est-ce qu'il est possible de fabriquer une main robot avec une imprimante 3D? La première main articulée qu'il fabrique manque de précision. Pour l'améliorer, il veut s'inspirer d'un projet japonais trouvé sur Internet. Les 2 doigts, quand ils se ferment, ils sont en opposition. Voilà. Donc avec ça, on peut prendre des objets. On peut fermer sa veste. Voilà, voilà pourquoi cette main elle est intéressante. Ce qui permet de faire des gestes du quotidien. L'équipe du Fab Lab de Berlin va l'aider à fabriquer sa nouvelle prothèse. Le plan des différentes pièces est disponible gratuitement sur Internet. Je pensais placer cette pièce autrement. En la faisant pivoter à l'horizontale? Oui, plutôt comme ça. Il faut plus d'espace entre chaque pièce. Ça, c'est un logiciel qui permet de transformer un fichier 3D en fichier qu'on peut imprimer. Voilà. Donc ce logiciel, il permet ça. Et là, on est en train de placer les pièces pour qu'elles soient bien fabriquées par l'imprimante. Le challenge et la difficulté dans l'impression de cette pièce, c'est qu'il faut bien placer les pièces qui vont être fabriquées pour qu'une fois que c'est imprimé, ce soit facilement démontable. Exactement. Le Fab Lab dispose de plusieurs imprimantes 3D. Nicolas va d'abord tenter sa chance avec un appareil grand public et voir s'il est assez performant pour imprimer sa prothèse bionique. Le principe rappelle celui d'un pistolet à colle. La buse de l'imprimante dépose du plastique fondu sur le plateau. La machine fait fondre au fur et à mesure un fil de plastique appelé filament. Couche après couche,
l'objet en plastique prend forme en 3 dimensions. Il faut compter 2 heures pour imprimer un doigt de la prothèse. Là, on vient d'imprimer en fait les différentes pièces qui constituent un doigt. Bon, on peut voir que voilà, là c'est pas terrible. Là, on peut voir que voilà, enfin c'est. Moi, je suis pas satisfait, voilà, en tout cas. C'est pas très joli. Les imprimantes 3D premier prix sont encore trop imprécises à son goût. Et pourtant, nombre de scientifiques, d'ingénieurs et même d'hommes politiques voient dans l'impression 3D une avancée révolutionnaire, une innovation qui pourrait même transformer notre système économique, selon l'ancien président américain Barack Obama. Ford is bringing jobs back from Mexico. And this year, Apple will start making Macs in America again. Last year, we created our first Manufacturing Innovation Institute in Youngstown, Ohio. A once shuttered warehouse is now a state-of-the-art lab where new workers are mastering the 3D printing that has the potential to revolutionize the way we make almost everything and guarantee that the next revolution in manufacturing is made right here in America. We can get that done. That's what we should be looking for. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la vapeur et l'acier font entrer l'Europe et les États-Unis dans l'ère industrielle. Les usines se multiplient, assurant la production à grande échelle de pièces identiques. L'impression 3D annonce-t-elle vraiment une autre révolution industrielle? La baie de San Francisco, pôle de l'industrie de pointe et de haute technologie. Ici se rencontrent inventeurs optimistes, ingénieurs créatifs et investisseurs audacieux. Et tous espèrent que leurs idées changeront le monde. Parmi ces visionnaires, Nick Pinston, dont la carrière a commencé avec la création d'une start-up spécialisée dans l'impression 3D. San Francisco a toujours été une ville pionnière, et pas seulement pour les nouvelles technologies. Au début de son existence, toutes sortes d'illuminés débarquaient ici en quête d'or. Sur les réseaux sociaux circule un célèbre article de journal qui date du 19e siècle, mais qui n'a pas pris une ride. San Francisco y est décrit comme un endroit délirant où vous trouverez l'argent pour financer tous vos projets, même les plus fous. C'est encore vrai aujourd'hui. La côte ouest américaine, et plus encore la Silicon Valley, s'est familiarisée depuis longtemps avec cette technologie d'avant-garde qu'est l'impression 3D. C'est ici que les précurseurs du secteur se sont établis. Daniel Suarez est auteur de techno-thrillers. Dans son roman d'anticipation Demon, il prophétise une nouvelle révolution industrielle par l'impression 3D. Ses livres sont devenus cultes, en particulier dans la communauté des makers. L'idée conductrice, c'est qu'une petite boîte, un petit appareil capable de fabriquer n'importe quoi, peut changer le monde. Et cette idée est devenue réalité avec l'impression 3D. Un petit élément peut parfois bouleverser la vie des gens, surtout s'il s'agit du bon élément créé au bon moment. Les livres de Daniel Suarez décrivent un monde où la chaîne de production mondialisée s'effondre et où des communautés connectées par Internet créent de nouveaux circuits économiques locaux. Cette capacité à créer l'objet voulu au moment voulu, sans générer aucun déchet, va tout faire basculer, en rendant notre société bien plus efficace et bien plus écologique. Ces petits appareils capables de produire n'importe quoi auront donc un impact considérable. Ce que je vais dire risque de déplaire, mais selon moi, avec cette forme d'ingénierie, on cherche à avoir le même pouvoir que Dieu. On montre un objet et il apparaît. C'est le plus grand pouvoir qu'on puisse conférer à l'homme. L'industrie aéronautique a elle aussi vite compris l'avantage qu'elle pouvait en tirer.
notamment en remplaçant certaines pièces métalliques lourdes des avions. Car plus un avion est lourd, plus il consomme de kérosène. Dans les hangars d'Airbus à Hambourg, cette transition est pilotée par Peter Zander et son équipe. L'impression 3D leur a déjà permis de réduire le poids d'une charnière. La pièce est creuse, mais composée de matériaux qui résistent aux contraintes exercées sur cette partie de l'avion. Cela rend cette charnière 35% plus légère que la même pièce en métal usiné. C'est difficile à imaginer, mais il y a des milliers de ces charnières dans les nombreux avions que nous livrons chaque année. Si nous pouvions toutes les remplacer, nous économiserions 4 tonnes de matériaux, dans un avion ayant une durée de vie de 25 ans. En dessinant de nouvelles pièces, les concepteurs s'inspirent de la nature. Fini les angles droits et le métal massif. Les lignes sont plus élancées, presque organiques. Et en plus d'être élégantes, ces pièces sont bien plus légères que celles moulées ou fraisées dans du métal. Les nouveaux Airbus A350 seront bientôt équipés de ces fixations poids-plumes imprimées en 3D. Voici à quel endroit ce genre de fixation est utilisé. Aussi bien pour fixer les compartiments à bagages que les éléments de cuisine. En bref, tout ce qui constitue l'habillage intérieur. Voilà à quoi servent ces pièces. Du coup, il est important qu'elles puissent résister à un crash, à des contraintes de plus de 3 tonnes. Nos tests indiquent que leur résistance est même bien supérieure. En 2012, la plupart des gens me prenaient encore pour un fou. Mais parfois, il faut savoir suivre son idée et pousser la recherche jusqu'à obtenir une pièce qui pourra vraiment être utilisée. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les autres. Pour une résistance équivalente, les pièces imprimées en 3D vont permettre d'alléger l'avion et donc de le rendre plus économe. Nous en sommes à examiner chaque recoin de l'avion, à la recherche du moindre élément pouvant être remplacé par une pièce imprimée en 3D. Il y a 4 ans, personne n'y aurait cru. Pour chaque kilo économisé, la consommation de kérosène est réduite de 4 tonnes sur toute la durée de vie de l'avion. Premium Aerotech, une filiale d'Airbus, espère dans le futur tirer de l'impression 3D le plus grand nombre de pièces possible. Mark Schimler, ingénieur en chef, voudrait étendre cette technologie à d'autres éléments plus complexes. Voici un bloc de distribution hydraulique que l'on retrouve à différents endroits d'un avion. On voit que cette pièce a été découpée dans un gros cube de métal. Nous pouvons comparer la même pièce imprimée en 3D. Il est évident que celle-ci est bien plus légère, puisqu'on utilise le strict minimum en matériaux pour modeler les conduits, qui peuvent être plus courbes, donc bien plus fonctionnels. La différence entre ces deux pièces saute aux yeux. Bonjour, ça va? Bonjour Florian. Mark Schimler et son équipe ont aussi conçu une bouche de remplissage pour les réservoirs. Une pièce complexe qui devait jusque-là être assemblée à partir de plusieurs éléments. L'impression 3D nous ouvre des possibilités de conception bien plus vastes. Nous pouvons soudain créer de nouveaux éléments qui nous paraissaient impossibles à réaliser avant. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous et nous commençons à peine à l'explorer. C'est très stimulant. Mais comment fait-on pour imprimer du métal? L'impression a lieu avec un faisceau laser et l'air de la chambre de fabrication est remplacé par un gaz rare. Réalisé avec une poudre de titane ultra fine, l'impression est supervisée par le technicien Hendrik Schrem. On peut créer ce qu'on veut à partir de rien. Il n'y a presque plus aucune limite. Le technicien lance l'impression de 2 bouches d'entrée de réservoir. D'une température de 1800 degrés, le faisceau laser chauffe la poudre de titane et la fait fusionner directement dans la forme prévue pour la pièce finie. L'impression guidée par l'ordinateur a lieu sous atmosphère contrôlée. Le laser fait fondre la poudre de titane, puis le plateau d'impression descend d'un cran et une nouvelle couche de poudre est déposée. Strate après strate, la pièce en titane prend lentement forme. Il faut 4 jours pour que la pièce émerge de son cocon de poudre de titane,
qui pourra être réutilisé. Alors, Hendrik, Les pièces sont prêtes. la pression est terminée, tu peux les sortir? Oui, je vais les dégager et vérifier le résultat. Super. La poudre de titane restante doit être aspirée avec précaution. D'après nos fiches de sécurité, la poudre de titane est susceptible d'être cancérigène. Elle est si fine qu'elle pénètre dans la peau et les poumons et ne peut pas être éliminée par l'organisme. C'est le risque majeur. Voilà, c'est fini et mon travail aussi. Le socle sous la pièce sera découpé à la prochaine étape. Airbus aussi possède ses propres imprimantes 3D. Peter Zander et son équipe testent différents réglages pour ces appareils ultra perfectionnés qui utilisent simultanément 2 lasers. On en est où exactement? À la couche 7560, sur 10 200 en tout. Encore 6 heures d'ouvrage et la pièce sera prête. C'est cool de voir les 2 lasers en même temps. Tu imagines quand il y en aura 8? Ça ira encore plus vite. Obtenir une qualité optimale n'est pas aussi facile qu'on l'imagine, surtout quand il s'agit de métaux. La température du laser, qui est bien supérieure à 1000 degrés, génère de fortes tensions, donc la matière menace toujours de se fendre. Cette pièce présente un petit défaut, une sorte de griffure. Parfois, on doit examiner ce genre de défaut de surface et réajuster l'imprimante. Chaque jour, on repère de nouveaux défauts et on réétudie tout le processus pour tenter de résoudre le problème. C'est un défi quotidien. Allez, bon travail. Au revoir. Bruxelles accueille une Maker Faire, un salon dédié aux inventeurs et bricoleurs nouvelle génération. Nicolas Huchet est lui aussi au rendez-vous. Lors de ces salons, organisés partout dans le monde, entrepreneurs et start-up viennent présenter leurs derniers projets. Des inventions, simples ou complexes, censées rendre la vie plus facile ou plus gaie. L'impression 3D y tient souvent la vedette. Vive la France! Je peux les essayer? Oui. Pas mal. Ça prend longtemps à imprimer? 20 heures. 20 heures. Et ça revient à combien? Environ 50 €. On peut faire ça pour 50 €? Nous produisons un filament élastique baptisé Filaflex, qui est le plus flexible des filaments pour impression 3D. C'est un matériau novateur qui offre un large éventail de possibilités, comme imprimer ses propres chaussures chez soi. Actuellement, seul le plastique peut être utilisé dans les imprimantes 3D pour particuliers. On pourrait l'utiliser pour une prothèse? Oui, absolument. Ça va être intéressant pour la partie cosmétique, de faire une main molle. C'est intéressant pour ça, ouais. Si tu veux, je te donne des échantillons pour que tu testes. Ça marche avec toutes les imprimantes? Oui. Salut, à bientôt. Salut. La star du salon. Un robot humanoïde entièrement fabriqué par impression 3D. Son créateur, le designer français Gaël Langevin, est l'un des pionniers du domaine. Ça va? Ça va? Ouais. Nicolas veut suivre son exemple. Il lui demande des conseils et des explications sur sa dernière innovation. Ils peuvent aller de 4,8 à... Mais la partie vert et noir, c'est... Alors la partie de vert, c'est imprimé en 3D. Et ensuite, c'est repeint un petit peu de ligne, après avec un petit feutre. Génial. Bah alors on reconnaît l'artiste, quoi. Et à l'intérieur, il y a la caméra au fond. Ouais, ouais. On peut faire un petit handshake? Tu penses? J'aimerais bien. Shake hand.
Pour Nicolas, serrer la main du robot est un geste chargé de sens. Il représente le début de mon projet en fait. Au départ, sur Internet, on a cherché une main bionique pas chère, et puis on est tombé sur une main où les plans étaient partagés. On pouvait télécharger les plans et c'était cette main. Il y a un sentiment, il y a tout un passé en fait, il y a toute une histoire. C'est clair. Bon, je vais revenir. Ok, disons qu'elle serre fort ta main. Oh, ça va. C'est une main en plastique, ça va pas faire grand chose. Donc c'est pour ça que je la porte pas. Parce que on n'a pas fabriqué une prothèse, par contre on a fabriqué une main robot qui m'a permis à moi d'apprendre à faire de l'impression 3D et qui m'a permis d'accepter mon handicap. En imprimant sa première main, Nicolas tenait à tout prix à partager son expérience. Son rêve, que n'importe qui ayant besoin d'une prothèse puisse la fabriquer soi-même pour un prix abordable. L'objectif de My Human Kit, c'est de multiplier l'histoire qu'il y a eu avec moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le gant sonar pour des personnes malvoyantes, pour pouvoir se repérer avec un système de retour de sensation. C'est un projet open source qui existe déjà. Et donc, le but, c'est de créer ces petites communautés pour ensuite documenter les projets, faire un tutoriel comme si c'était une recette de cuisine. On met ça sur le site internet et n'importe qui peut le fabriquer. Partout dans le monde, les makers sont attachés au partage gratuit de leurs fichiers. Ces données open source combinées aux imprimantes 3D doivent permettre à tout à chacun de reproduire et d'utiliser leurs inventions. Et donc, de se passer des entreprises qui font fabriquer leurs marchandises à moindre coût à l'autre bout de la planète. Dans notre société moderne, du moins aux États-Unis, nos poubelles sont fabriquées à 12 000 km de chez nous et nos salades sont cultivées à 2000 km. Ce système de distribution coûte très cher, alors que l'impression 3D ramènerait à la fois la création et la production à un niveau local. C'est une idée que je trouve très attirante. Il n'y aurait plus qu'à partager et faire circuler des informations à travers le monde et non des biens matériels. La Haye, aux Pays-Bas. Ici aussi, il est possible de fabriquer localement ses propres objets par le biais de l'impression 3D. C'est même devenu une passion pour Oscar Van Deventer. Électrotechnicien et inventeur, l'homme imagine et conçoit des puzzles et des casse-têtes en 3D. Il en invente un nouveau presque chaque mois. Oscar fabriquait encore des puzzles en bois lorsque la technologie est venue tout changer en 2003. Voici mon tout premier puzzle imprimé en 3D. Le but du jeu est de dégager l'anneau qui coulisse à travers tout le labyrinthe. Mais parvenir jusqu'au drapeau n'est pas évident. Et on ne peut le sortir que s'il est dans le bon sens. Ce puzzle est un parfait exemple de ce que l'impression 3D me permet d'obtenir. Toutes ces parties vides, une machine classique travaillant le bois n'aurait pas pu les découper. Oscar Van Deventer est une référence dans le monde des casse-têtes et des puzzles. Nombreuses sont ses créations à avoir été produites en série par des fabricants de jouets. Bienvenue au studio Oscar. Voici Oscar's Cube, mon tout premier puzzle produit en série. Ces nouveaux jeux, il les conçoit sur ordinateur. Je suis en train d'imaginer une boîte à secrets en forme de gélule. C'est un puzzle mécanique dont les éléments pivotent comme ceux d'un Rubik's Cube. Une fois le casse-tête résolu, on peut l'ouvrir en deux et le démonter. Des créations que seule l'impression 3D lui permet de réaliser. Cela a été une révélation pour moi. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai découvert une nouvelle technologie, je me la suis appropriée.
Lorsque mon professeur de technologie m'a appris à travailler le bois, j'ai fabriqué des puzzles en bois. Un jour, un ami a acheté une imprimante 3D et m'a demandé de lui envoyer des idées. J'ai alors vu qu'il n'y avait plus de limites. J'ai donc voulu relever le défi de créer des puzzles que seule une imprimante 3D peut fabriquer. Ce que je fais depuis plus de 13 ans maintenant. Oscar fait fabriquer ses puzzles par une société d'impression 3D basée à Eindhoven. Il lui suffit d'envoyer les plans par Internet et le site calcule automatiquement le prix de l'impression. Voilà, tous les éléments sont placés dans cette cage. Je n'ai plus qu'à convertir le fichier au format STL et c'est prêt à être imprimé. Cliquer sur le bouton imprimer, ça me libère l'esprit. Dans quelques semaines, j'aurai le résultat. Les techniciens de la société d'impression placent les modèles de plusieurs clients dans une même machine. Leurs imprimantes 3D professionnelles utilisent de la poudre de nylon qu'un laser fait fusionner couche par couche. À la fin du processus, un cube de poudre recouvre les pièces finies, dont le puzzle d'Oscar. Tous ne prédisent pas un avenir radieux à l'impression 3D. Elle a peut-être lancé la carrière de Nick Pinkston, l'entrepreneur californien en génie mécanique, mais sa nouvelle start-up s'en est détournée. Il propose aujourd'hui une plateforme en ligne pour produire des pièces de métal en petite série au moyen de fraiseuses classiques. Selon moi, l'impression 3D présente plusieurs inconvénients. Les matériaux, le coût et la vitesse. Les matériaux et la lenteur de production notamment expliquent le coût élevé de chaque pièce imprimée en 3D. Une bouteille d'eau coûte 1 cent à produire en plastique moulé, contre des centaines de dollars si l'on voulait les imprimer en 3D à l'heure actuelle. Ça n'aurait donc aucun sens de l'utiliser pour ce genre de choses. Il estime que cette technologie restera cantonnée à la fabrication de prototypes ou de produits spéciaux en série limitée. Les grands groupes n'auraient pas de souci à se faire face à l'impression 3D et ses pièces uniques fait maison. Je n'imagine pas les gens concevoir leurs propres chaussures. C'est une question de statut. Personne ne veut avoir l'air ridicule. Or, porter des chaussures de marque, c'est quasiment l'assurance d'avoir du style, puisqu'elles ont été conçues par un designer. Ce rêve de l'impression 3D a quelque chose d'utopique. Basés eux aussi dans la Silicon Valley, les grands du web tels que Google et Facebook ont su se rendre incontournables dans nos vies. Une majorité d'entrepreneurs et d'investisseurs tablent sur le même succès pour l'impression 3D. Beaucoup placent leurs espoirs en cet homme, Joe DeSimone, professeur de chimie. Sa start-up, Carbon, a mis au point un procédé rendant l'impression 3D apte à la production à grande échelle. C'est comme un super pouvoir. Personne d'autre ne l'a. Aucune autre technologie ne permet d'obtenir un tel élastomère. Qu'une résine élastique soit imprimée en 3D, c'est du jamais vu. Elle possède les mêmes propriétés que du polyuréthane classique moulé par injection-réaction, mais avec une structure complexe en treillis. Ce type de structure est très demandé, par exemple pour améliorer la foulée dans des chaussures ou rendre des appareils auditifs plus performants. Autre avantage de ce procédé, il est bien plus rapide que les imprimantes 3D existantes. Même Wikipédia définit l'impression 3D comme un processus semblable à l'impression 2D, avec un simple empilement de couches. Et pour cela, il nous a fallu réfléchir comme des chimistes, et non comme des ingénieurs mécaniques. Les investisseurs se sont précipités. Sa start-up, logée dans un ancien garage automobile, a été financée à hauteur de 100 millions de dollars. Nous allons imprimer cette pièce, dont la structure ressemble à du tissu osseux. Elle est alvéolée et donc légère, mais aussi très solide, comme la nature l'a imaginé. Seule une imprimante 3D peut la reproduire.
Le plateau va s'abaisser dans le bain de résine liquide qui est photosensible. Au fond se trouve un projecteur de lumière ultraviolette. C'est un peu comme un aquarium, rempli d'un liquide photosensible et muni d'un projecteur. Là où la résine liquide va être touchée par le faisceau de lumière UV, elle va durcir. Voilà comment fonctionne cette méthode. C'est parti. La lumière est projetée du dessous. Nous contrôlons aussi l'oxygène, puisque le fond de la cuve y est perméable et qu'il évite à la résine de durcir. En équilibrant ces trois paramètres, en maîtrisant les réactions physiques entre la résine, la lumière et l'oxygène, nous pouvons créer ces pièces étonnantes. Le processus ne prend que 6 minutes, contre plusieurs heures avec une imprimante 3D classique. Il a fallu des années de recherche et développement pour aboutir à cette technologie, désormais commercialisée. À Seattle aussi, près du siège du géant de l'informatique Microsoft, l'impression 3D a fait des adeptes. Ici, c'est même l'aérospatiale que cette technologie pourrait révolutionner. Dans les bureaux discrets de Tethers Unlimited, qui travaille pour la NASA, l'ingénieur Robert Hoyt voit les choses en grand. Une imprimante 3D normale est une petite boîte dans laquelle on fabrique un objet encore plus petit. Nous voulions pouvoir imprimer d'immenses antennes ou structures dans l'espace. Il fallait donc trouver le moyen d'inverser le système afin de pouvoir réaliser des pièces de très grande taille. L'objectif, permettre à la NASA de ne plus envoyer de grands éléments dans l'espace, mais seulement de petits appareils. Notre invention, le Trussellator, a grosso modo la taille d'une miche de pain, mais il est capable d'imprimer des treillis de grande longueur et d'une incroyable solidité. Ensuite, des robots n'ont plus qu'à assembler ces éléments et à les fixer solidement entre eux. On obtient ainsi la structure de grandes antennes, de vastes panneaux solaires ou de gros télescopes. Voici une partie du module Refabricator, que nous enverrons sur l'ISS en 2018 et qui permet le recyclage. Les astronautes pourront récupérer leurs déchets en plastique, tels que les emballages ou les assiettes, et les placer dans cet appareil. Celui-ci fera fondre le plastique et le transformera en un filament de très haute qualité pour impression 3D, enroulé sur sa bobine. Ils disposeront aussi d'une imprimante 3D qui, à partir de ce filament, leur permettra de fabriquer des outils, des éléments pour satellites ou des pièces de rechange pour la station spatiale. Les astronautes pourront donc rester là-haut pour des missions plus longues. Interdiction de filmer le laboratoire. Les prototypes de ces machines ultramodernes sont strictement confidentiels. Quelques vidéos seulement ont été rendues publiques. Là, on peut voir les tests avec l'un de nos premiers prototypes installés à l'extérieur du laboratoire. En quelques heures, il a fabriqué une structure en fibre de carbone de 10 mètres de long. Cela équivaut à une vitesse de 5 cm par minute, ce qui semble lent. Mais s'il fonctionne pendant plusieurs jours en orbite, il peut fabriquer des kilomètres de treillis. Robert Hoyt aimerait que ses inventions aident l'homme à partir à la conquête de nouveaux mondes. Je suis partisan de coloniser tout le système solaire. Peu importe qu'il s'agisse de Mars, d'astéroïdes ou de Lune, je veux seulement que l'homme voyage plus loin que la Terre. Cela prendra peut-être 10 à 20 ans. Mais dernièrement, tout s'accélère dans l'industrie spatiale. Et c'est très excitant. J'ose espérer que de mon vivant, l'homme aura déjà fait des séjours prolongés ailleurs dans le système solaire. De retour à Berlin,
où Nicolas Huchet et ses camarades du Fab Lab continuent à travailler sur sa prothèse bionique. Afin d'imprimer une emboîture adaptée à son moignon, ils doivent en prendre les mesures à l'aide d'une application de scanner 3D. C'est un programme bon marché, qui n'est donc pas ultra précis. Mais il a tout de même 1 ou 2 mm de précision, ce qui est suffisant pour cet essai selon moi. Donc, ouais, ça marche. Laszlo est dessinateur industriel. C'est lui qui, à partir des données relevées, va modéliser l'emboîture sur laquelle la prothèse de Nicolas sera ensuite fixée. C'est un logiciel de tranchage qui va découper en tranches le modèle de la pièce. Celui-ci a été conçu dans le programme de CAO et le logiciel va le transformer en coordonnées mathématiques que la machine suivra pour l'impression. Pour une bonne solidité finale de l'emboîture, le dessin de Laszlo doit se conformer aux contraintes inhérentes à l'impression 3D. Il y a certains points à respecter. Par exemple, l'orientation, étant donné que le sens des couches joue sur la solidité définitive. L'imprimante doit aussi pouvoir imprimer sur un support. Il y a 2 trous dans l'emboîture qu'il faut étayer d'une façon ou d'une autre. Sinon, l'imprimante s'arrêtera tout net. Cette fois, c'est l'imprimante professionnelle la plus chère du Fab Lab qui va montrer ce qu'elle a dans le ventre. Nous préparons l'imprimante. Le modèle a été découpé en couches par le logiciel, donc il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Pourvu que ça marche. C'est parti pour 12 heures. Cette imprimante haut de gamme dépose elle aussi des couches successives de plastique fondu sur un plateau, mais elle est bien plus précise. Et la chambre de fabrication est chauffée, ce qui rend le produit fini plus solide, mais l'impression plus chère. Viens, regarde. Bon, 180 € l'emboîture. Ça fait quand même pas cher. Non, ça va, ça va. Et ça, on pourrait aussi imprimer sur les machins d'or. Là, si on sait que ça va fonctionner, ouais. Le monde médical aussi a été conquis par l'impression 3D. Exemple à l'hôpital de Nijmegen aux Pays-Bas, où elle bénéficie aux patients ayant besoin d'une prothèse spéciale. Bonjour, monsieur Verkamp. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Oui, je vous en prie. Merci. Cor Verkamp a une prothèse de jambe d'un nouveau genre. Est-ce que je peux examiner le moignon? Tout m'a l'air parfait. Ces 2 dernières années, nous avons eu beaucoup de patients dont l'amputation transfémorale ou transtibiale leur a laissé un moignon trop court. Ils ne peuvent alors pas bénéficier des implants classiques qui sont trop longs. La nouveauté de cette prothèse, celle-ci se clipse sur un implant ostéo intégré. Le parc d'innovation de Maastricht héberge la start-up Xiloc, spécialisée dans l'impression 3D d'implants osseux sur mesure. Michael Behrens en est le fondateur. L'implant est propre à chaque patient. Il est conçu sur mesure pour être fixé dans l'os. Si je place le calque représentant le squelette, vous voyez qu'il s'insère parfaitement. C'est le dernier cri de la technologie. Pour nous, c'est un rêve devenu réalité, parce que nous aidons des gens à remarcher. Ça n'a pas de prix. La société possède 5 imprimantes 3D professionnelles, fonctionnant avec différents métaux. J'ai vérifié le taux d'oxygène, la quantité de poudre dans la machine, etc. Tout est prêt, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour lancer l'impression.
Aujourd'hui, 5 implants osseux vont être imprimés simultanément, adaptés au millimètre près à l'anatomie de chaque patient. Les premières couches sont parfaites. Tout se passe comme prévu. Je vais préparer la prochaine session. Parfois, avant de rentrer chez moi le soir, je passe jeter un coup d'œil aux imprimantes et vérifier que tout fonctionne. J'ai toujours hâte de voir le résultat le lendemain matin. Bonjour. Merci. Je ressens toujours une pointe d'excitation quand je vérifie si toutes les pièces sont bien là. C'est généralement le cas, sauf si j'ai fait une erreur. Ensuite, la question est de savoir si les pièces vont bien s'emboîter, ou si elles seront trop serrées ou trop lâches. Est-ce que ça va marcher comme je l'ai imaginé? Je le saurai seulement après avoir détaché les pièces et testé le puzzle. Beaucoup de mes prototypes sont des échecs. J'en fais plusieurs séries. Pour ce puzzle, il s'agit déjà du 6e prototype, et même le 8e en comptant les simulations virtuelles. Je suis ravi. Ça fonctionne. Faire imprimer chez un prestataire les prototypes qu'il conçoit revient encore cher. Mais à condition d'être bien conçus, même des structures compliquées, telles que ces puzzles en 3D, peuvent être fabriquées sans difficulté. En revanche, il faut encore les colorer soi-même. L'avenir de l'impression 3D ne se joue pas que dans la Silicon Valley, mais aussi en Allemagne. Dans la petite ville bavaroise de Lichtenfels, une entreprise familiale s'est hissée au premier rang de l'impression 3D de métal. On y développe la prochaine génération d'imprimantes industrielles. Notre principal atout est d'être plus rapide que toutes les machines existantes. Nous pouvons donc fabriquer des pièces plus vite et pour moins cher, ce qui permet d'envisager de nouvelles applications pour l'impression 3D. Notre défi, c'est que ces machines soient encore plus adaptées aux méthodes et aux techniques de fabrication en série. Certains de nos clients ne veulent plus se contenter d'1 à 3 imprimantes, mais en demandent 10, voire 100 fois plus. Pour que des usines entières puissent tourner avec des imprimantes 3D, il faudra pouvoir automatiser leur chargement et déchargement. Une condition rendue possible par ces modules de transport autonomes. Autre impératif, que la poudre métallique résiduelle soit automatiquement aspirée à la fin de l'impression. L'appareil devant nous est révolutionnaire dans la mesure où, dès sa conception, il a été fait pour la production en série à grande échelle et pour l'automatisation. L'entreprise familiale a connu ces dernières années une croissance exponentielle, qu'elle ne parvenait plus à soutenir seule. En octobre 2016, le conglomérat américain General Electric entre à son capital en rachetant 75% des parts pour un demi-milliard d'euros. Un succès mérité pour Frank Herzog, le fondateur, qui a conçu et fabriqué lui-même les premières imprimantes 3D de la société. Lorsque j'ai créé l'entreprise avec ma femme, je n'aurais jamais imaginé que le marché se développerait à ce point. Et c'est très excitant d'imaginer ce qui sera techniquement possible dans 10 ou 15 ans. À Maastricht, après 36 heures d'impression, les implants osseux en titane sont enfin prêts. Michael Behrens, le directeur, vérifie lui-même la qualité de l'impression. Wow.
C'est parfait. C'est ce qu'on appelle du beau travail. Voir enfin les implants imprimés sortir de la machine, c'est toujours un grand moment. Cette session est très réussie, en particulier pour la structure en treillis, dans laquelle le tissu osseux va croître. Une fois imprimés, les implants doivent tout de même passer dans une fraiseuse. Avant, je travaillais dans la Formule 1, où il fallait aller toujours plus vite. Là, je fais quelque chose pour les autres, pour sauver des vies. C'est un sentiment agréable. Il n'y a plus qu'à le nettoyer, le stériliser, et il pourra être implanté. Mais ce n'est pas moi qui m'en charge. Les chirurgiens orthopédistes de l'hôpital de Nimègue procèdent à l'implantation. Le patient devra attendre 3 mois avant de pouvoir s'appuyer sur sa jambe. À chaque fois que nous insérons un implant, nous voyons que cela colle parfaitement. Je n'ai jamais vu d'implant aussi bien conçu et ajusté. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux. Nous pouvons à présent aider des patients avec des moignons très courts, ce qui était impossible jusque-là. Très bien, Cor. Dernier test. 3, 2, 1, c'est parti. Aussi vite que possible. Super. Parfait. C'est bien. J'allais me retrouver en fauteuil roulant et la prothèse ostéo-intégrée a résolu beaucoup de mes problèmes. J'arrive mieux à faire du vélo, à m'asseoir et à bouger tout simplement. Je peux même aider ma femme au jardin ou passer l'aspirateur. Je me sens beaucoup plus libre de mes mouvements. Au Fab Lab berlinois, toutes les pièces composant la prothèse de Nicolas sont sorties de l'imprimante. D'abord l'index, puis cette partie, c'est ça? Il faut maintenant assembler chaque élément. Déjà 4 doigts. C'est un grand moment. Bah moi c'est excitant parce qu'après je sais comment ça se fabrique et je peux le fabriquer avec d'autres personnes. Et je sais de quoi je parle, c'est surtout ça qui est important. Je sais de quoi je parle. Voilà. Ça c'est le plus important. Voilà. Sa prothèse bionique est quasiment finie. Il a photographié et détaillé chaque étape pour son site web. Voilà. Et le moteur est dans le pouce. Ce qui fait que c'est comme ça que le pouce bouge. Voilà, c'est intelligent. Ouais, je l'ai fait. Dernière étape, Nicolas doit fixer les capteurs de mouvement au bon endroit sur son moignon. Ces contractions musculaires actionneront la prothèse. C'est bien. Ouais. Un bit button? Ça c'est mieux, ouais. And then we can have a drink. Maintenant, on peut trinquer. Well, you know, Yeah, okay. How are you today? Yeah, not too bad. Allez, viens, prenons un verre. I cannot drink. Je ne bois pas. Mais vas-y, toi. Ok, la vue. You have to Allez, cul sec. Cool. C'est bon? C'est délicieux. Yeah, so Bah, il y a un peu d'émotion parce que c'est surtout que c'est facile à mettre en fait. On le met, on le branche. Là, ça tient, je peux faire ça. Tu vois?
sais faire ça. C'est la première fois. Et puis elle est belle, moi je trouve qu'elle est classe. Là, enfin, tout ça, ça a été dessiné là, ici, ça a été conçu ici par Laszlo. Il y a la batterie, c'est une batterie de caméra. Enfin voilà, c'est cool quoi, je sais pas, c'est cool. C'est du high-tech, mais c'est du high-tech accessible. Hey, bon dia, tudo bem? Les plans de la prothèse bionique de Nicolas peuvent être téléchargés gratuitement sur sa page web. C'est une révolution dans la tête en fait. Je me serais jamais imaginé faire ça il y a 6 ans en fait. Je pensais jamais. Avec sa prothèse faite maison, Nicolas semble avoir trouvé un nouveau sens à sa vie. Par rapport à mon accident, c'est... Tu vois, aujourd'hui, je me dis, c'est cool d'avoir eu mon accident. C'est chouette. L'impression 3D va-t-elle réellement faire entrer le monde dans une nouvelle ère? Une autre révolution industrielle est en cours. Et elle ne vient pas que de l'impression 3D, mais de toute la fabrication numérique. C'est tout un système qui est en train de changer. La fabrication d'objets a longtemps été un secteur réservé aux grandes entreprises. Qu'un nouvel outil aussi puissant existe, permettant à tout un chacun de fabriquer ce qu'il veut quand il veut, c'est une perspective réjouissante. C'est une démocratisation de la production et la fin de la mondialisation.